Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreuses dans cette salle. On est absolument ravis. Je suis Kevin Goldberg, je suis le directeur général de Solidarité Internationale et j'ai le grand plaisir de donner le coup d'envoi de cette soirée qui est donc la deuxième édition du Talk humanitaire. Talk humanitaire, c'est le dispositif qu'on a créé l'année dernière pour rassembler, le temps d'une petite soirée, des chercheurs, des sachants, des experts, des praticiens du terrain, mais aussi des curieux et curieuses, des citoyens et citoyennes qui s'intéressent aux situations que l'on rencontre sur le terrain à travers notre action humanitaire. Alors l'année dernière, on avait pris le temps de se pencher sur la question de la crise alimentaire mondiale. Et cette année, vous l'aurez vu, le thème que nous avons choisi, c'est l'eau au cœur des souffrances climatiques. Souffrance climatique, le mot est assez fort. Il est choisi, puisque dans les quelques 23 pays dans lesquels intervient Solidarité Internationale, ce que l'on voit de plus en plus, ce sont des populations qui, en plus des situations de crise liées au conflit, à l'insécurité alimentaire, aux déplacements forcés qu'elles rencontrent, elles sont de plus en plus confrontées à des chocs climatiques qui mettent en péril leur vie et leur perspective d'un futur vivable. Je rentre tout juste d'une visite au Soudan du Sud et ce que j'y ai vu, c'est un pays qui est exactement dans cette situation. Des millions de personnes qui sont en besoin d'assistance humanitaire, à la fois pour des questions de conflit et d'extrême pauvreté, mais aussi à cause des chocs climatiques qui font que, par exemple, tout un pan du pays est aujourd'hui sous des inondations majeures et des déplacements de milliers de personnes qui ont dû abandonner leurs terres, leurs villages, leurs villes, du fait de ces inondations. C'est parfois des inondations, c'est parfois aussi de la sécheresse, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Un pays comme la Syrie, aujourd'hui, fait face à un fleuve, l'Euphrate, qui est de plus en plus faible dans son débit, et d'une façon ou d'une autre, ça a aussi des conséquences sanitaires, puisqu'on peut lier cette sécheresse à la résurgence du choléra. Quand on regarde ce que dit le GIEC, on parle d'environ 3,3 milliards de personnes qui sont d'une façon ou d'une autre dans des situations et dans des contextes qui sont extrêmement vulnérables, très vulnérables aux impacts du changement climatique. C'est donc tout à fait majeur. Et évidemment, Solidarité Internationale, en tant qu'ONG humanitaire, est confrontée à tout cela au quotidien. Et si on fait un tout petit peu de prospective, malheureusement, les choses ne sont pas très joyeuses. Vous savez que la trajectoire en termes de gaz à effet de serre, pour le moment, elle reste très, très médiocre en termes de capacité de changement de cette trajectoire, et que donc quand on se projette à horizon 2030, on parle de 260 millions de potentiels réfugiés climatiques, même s'il sera certainement bien dur de dire qui est réfugié climatique et qui est réfugié d'un conflit né d'une façon ou d'une autre, d'un climat qui a énormément changé. On va avoir 1h30 ensemble pour discuter de tout cela. On va en parler avec nos intervenants, que je remercie chaleureusement pour leur présence ce soir. Et je vais tout de suite passer la parole à notre animatrice, qui, Julie, vous êtes à la fois journaliste spécialiste sur la biodiversité et l'environnement. Vous avez une connaissance approfondie du sujet d'adaptation au changement climatique, et on est très heureux de vous avoir ce soir avec nous pour animer cette table ronde, qui sera donc composée d'un temps de débat, puis d'un temps de questions-réponses, et enfin d'un temps informel où chacun et chacune d'entre nous allons rester un petit peu vers le fond là-bas. Il y aura quelques verres de boissons avec de l'eau, mais peut-être pas que, et on pourra donc discuter de tout cela ensemble. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, je précise qu'il y a aussi des gens qui suivent la conférence, la table ronde sur les réseaux sociaux, et qui pourront intervenir et poser des questions, puisqu'il y aura une séance de questions-réponses de 20 minutes à la fin de la table ronde. Et donc, je vais présenter
les intervenants et les intervenantes, en commençant par le bout. Donc Aïssa Maïga, vous êtes donc actrice et réalisatrice du film documentaire Marcher sur l'eau. À côté de vous, Marjolaine Boss, coordinatrice des opérations dans le nord-ouest de la Syrie chez Solidarité Internationale. À côté de vous, Salman Kerala, environnementaliste irakien et fondateur de l'ONG Umad Jila, engagé dans la protection du fleuve Tigre en Irak. Je vais vous parler en français et vous allez nous répondre en anglais. Et certains et certaines d'entre vous auront peut-être besoin d'une traduction. Et il y a ce qu'il faut. Et enfin, tout de suite à ma gauche, Jean-Yves Jamin, vous êtes chercheur UMR-GO du CIRAD. Très bien, donc nous allons pouvoir commencer tout de suite la première partie de cette table ronde. Et bien, je m'adresse pour commencer à mon voisin de gauche. Donc Jean-Yves Jamin, vous avez la lourde tâche, si je puis dire, de nous exposer simplement en quelques minutes tous les impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Et on sait qu'ils sont nombreux. Et je vous laisse tout de suite la parole. Est-ce que vous pouvez prendre ce micro? Voilà. Je pense qu'il marche. Est-ce qu'il marche? Non. Merci. Oui, en 5 minutes, ça va être un peu dur d'avoir tous les effets du changement climatique, mais on va quand même essayer d'en avoir quelques-uns. Le premier effet du changement climatique, évidemment, que tout le monde connaît, c'est l'augmentation des températures. Et cette augmentation des températures a un effet direct sur les ressources en eau, puisque plus les températures sont élevées, plus l'eau s'évapore. Oui, je disais, c'est bon là? Le changement climatique a un premier effet que tout le monde connaît, c'est l'augmentation des températures. Et cette augmentation des températures se traduit par le fait que plus les températures sont élevées, plus l'eau s'évapore. Et donc, même s'il pleuvait autant, de toute façon, on aurait moins d'eau parce que l'eau s'évapore plus et plus vite parce qu'il fait plus chaud. La deuxième conséquence du changement climatique, c'est qu'on a dans un certain nombre de régions des pluviométries qui sont plus irrégulières. Elles ne sont pas forcément plus faibles, ça dépend vraiment des régions du monde. Il y a des régions du monde où les pluviométries sont plus faibles, d'autres sont plus fortes, mais quelque chose qui est assez constant quand même, qu'on retrouve un peu partout, c'est le fait que ces pluviométries soient plus irrégulières, avec des saisons des pluies en particulier qui peuvent être plus courtes et des pluies qui peuvent être plus brutales. Alors ça a deux conséquences importantes par rapport aux ressources en eau. La première, évidemment, c'est que quand il pleut moins, il y a moins d'eau dans les fleuves, il y a moins d'eau dans les lacs, il y a moins d'eau aussi dans les nappes, et que tout ça, donc, ça fait des ressources en eau qui sont moins importantes pour les différents usages de cette eau. En particulier pour l'agriculture, évidemment, on pense tout de suite à l'agriculture pluviale. Moins il pleut, moins les plantes poussent. Et quand la saison des pluies est raccourcie, on est en plus obligé d'utiliser des plantes avec des cycles plus courts qui sont moins productives. Donc, en termes d'agriculture, le changement climatique, c'est vraiment quelque chose qui est difficile auquel il est difficile de faire face parce que ça implique vraiment beaucoup de choses et qui résultent toutes dans le fait que les plantes vont être moins productives. Alors ces plantes, ça peut être des pâturages pour les animaux, ça peut être des champs de mil, des champs de sorgho. Dans tous les cas, on va avoir des problèmes de productivité de ces espèces. Mais il y a aussi des conséquences sur d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes. Un fleuve qui déborde moins parce qu'il y a moins d'eau, il va inonder moins de terre et donc il y aura moins de poissons dans ce fleuve. Parce que les poissons, ils se nourrissent en fait pas dans le lit du fleuve, ils se nourrissent sur toutes les zones que ce fleuve va inonder. Et donc moins on a de zones inondées, moins on va avoir de poissons dans ce fleuve. Alors on a comme ça tout un tas de choses qui convergent vers le fait qu'on a moins d'eau disponible. Et en particulier, j'évoquais tout à l'heure ce fait qu'il y a non seulement l'eau des rivières, l'eau des lacs, mais il y a l'eau souterraine, l'eau sur laquelle on marche, comme dit Aïssa. Et cette eau sur laquelle on marche, elle est vraiment importante parce que sur les dernières décennies, ça a été la ressource en eau qui a été la plus utilisée, qui s'est le plus développée en tout cas. Auparavant, on utilisait beaucoup l'eau des rivières, l'eau des lacs, pour l'irrigation, pour l'eau potable, etc. Et depuis quelques dizaines d'années maintenant, avec les pompes immergées, avec les forages, on peut aller utiliser de l'eau qui est de l'eau profonde. L'inconvénient, c'est que cette eau profonde, on ne la voit pas,
Et donc, du coup, on ne sait pas très bien comment la gérer. Et si vous avez une rivière qui coule moins, un lac dont le niveau baisse, le lac Tchad, par exemple, son niveau baisse, ça se voit tout de suite. Une nappe, on ne la voit pas directement. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup cette eau sur laquelle on marche, on a aussi beaucoup de mal à l'appréhender, beaucoup de mal à la comprendre, y compris pour nous les scientifiques, et beaucoup de mal à la gérer pour les communautés, les pays, les États qui utilisent ces nappes d'eau. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique, donc en diminuant les apports d'eau qui rechargent ces nappes, fait que ces nappes, petit à petit, leur niveau baisse, donc c'est de plus en plus coûteux d'aller chercher l'eau dans ces nappes, et puis on finit par les épuiser parce que leur recharge est aussi de plus en plus faible. Alors je voudrais juste revenir sur une des conséquences du changement climatique, donc un peu indirecte, c'est que pourquoi la recharge de ces nappes est plus faible, c'est pas seulement parce qu'il pleut moins, c'est aussi parce que quand il y a une sécheresse, les sols en surface, ils s'endurcissent. On appelle ça une induration du sol, et donc l'eau elle a tendance à couler sur le sol et non plus à s'infiltrer. Et donc, au lieu de recharger les nappes, elle va alimenter les rivières directement, et d'où ces inondations qui étaient évoquées tout à l'heure, parce que l'eau qui arrive brutalement dans les rivières provoque des inondations, et du coup, on a des catastrophes au niveau d'un certain nombre de villes ou de villages. Alors, tous ces changements climatiques, ils ne jouent pas tout seuls. Si ces inondations ont aussi des conséquences catastrophiques, par exemple, c'est parce qu'on a de plus en plus urbanisé des zones qui étaient des zones inondables. Et dans ces zones inondables, évidemment, ce n'est pas les populations les plus riches qui y vivent, c'est les populations les plus pauvres. Donc ce changement climatique, il va impacter les pauvres, à la fois dans les campagnes, parce qu'on va avoir des problèmes de productivité des cultures, de productivité des pâturages, des problèmes d'alimentation en eau potable, mais il va aussi impacter les villes, parce que dans les villes, les gens qui vont vivre dans les périphéries de ces villes, où on va avoir des inondations, bah c'est aussi des pauvres. Eh bien, défi relevé, merci beaucoup. Si j'aurai plus de temps, je peux vous en dire plus. Non, mais est-ce que mon micro marche? Oui? Ah bon, d'accord. Ok. Non, mais juste une petite question, je me permets. Il y a aussi que quand il y a des sécheresses, le peu d'eau qui reste est contaminé par des polluants qui se concentrent, non? Alors, il y a différentes choses par rapport à ça. La première chose, c'est que on a moins d'eau, mais on a aussi plus d'utilisation de cette eau. Donc, on a une concurrence pour l'eau qui est de plus en plus importante, puisque on a, grosso modo, une population qui augmente. Donc, on comprend que si la population augmente, on consomme plus d'eau. Mais la consommation d'eau sur Terre augmente 2 fois plus vite que la population. Ce qui veut dire que notre consommation en eau à tous, elle augmente. Et cette consommation en eau, elle se traduit par des pollutions, parce que cette consommation en eau, c'est des rejets derrière. Si c'est de l'agriculture, ça va être des rejets d'engrais qui vont aller dans les nappes, par exemple, ou dans les rivières, ça va être des rejets de pesticides. Si c'est de l'industrie, évidemment, ça va être aussi des rejets industriels qui peuvent se faire dans l'eau. Et l'eau potable, bah, si c'est des rejets urbains, on va avoir derrière des problèmes d'assainissement, et donc des problèmes de qualité de l'eau, qui, avec tous ces facteurs, agriculture, industrie, eau des villes, vont faire que la qualité des eaux aussi se dégrade. Alors il y a 2 types de dégradation. Il y a des dégradations qui sont de type pollution, effectivement. Ça peut être des métaux lourds, ça peut être des pesticides, ça peut être tout un tas de choses. Et puis il y a des dégradations qui sont plus sournoises, parce qu'on ne les voit pas forcément comme des dégradations, c'est le fait qu'il puisse y avoir une salinisation de l'eau. Oui. Parce que de l'eau, quand elle s'évapore, il reste toujours un peu de sel dedans. Et plus l'eau s'évapore et moins on en a disponible, et plus le sel va se concentrer. Et donc dans certaines régions du monde, ce problème de sécheresse est complété par un problème de salinisation et donc d'une dégradation des ressources en eau, parce que de l'eau salée, à boire, c'est pas terrible, honnêtement. Okay. Bon, merci pour cette petite précision. Je vais me tourner donc vers votre voisin, Salman Kerala. Salman, est-ce que vous pourriez, Jean-Yves Jamin a adressé un panorama global de l'impact du changement climatique sur l'eau. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est plus spécifiquement dans votre pays, en Irak? Merci beaucoup. Eh bien oui, c'est difficile de vous parler des pays les plus chauds, je dirais ces 2-3 derniers mots, parce que notre pays a des températures extrêmement élevées du fait du changement climatique. C'est le cas pour l'Irak, mais également pour tout le bassin méditerranéen.
Donc, bien évidemment, le changement climatique est responsable de cela. Et toute la région souffre. Et la conséquence de cela, eh bien, se fait sentir de plus en plus fortement. D'abord, nous avons, je dirais que depuis 2018, l'Irak est bloqué dans une région du monde qui est peut-être le 5e pays le plus affecté par le changement climatique. Donc, depuis 2018 jusqu'à ce jour, ce niveau de changement climatique est très fort et est le même pour l'Irak. Donc, et en tant que pays, nous n'avons pas d'action pour réduire ce changement climatique. Nous en souffrons tout simplement. Et ces effets-là, véritablement, touchent très fortement l'ensemble des ressources naturelles. Alors évidemment, l'eau, les ressources hydriques pour l'Irak, il y a eu beaucoup de difficultés, de défis depuis d'ailleurs le siècle dernier, du fait de cette mauvaise gestion des ressources hydriques. Surtout, d'ailleurs, c'était vraiment l'action du gouvernement. Alors, on peut évidemment parler du changement climatique dans les différentes régions de l'Irak, notamment dans le sud du pays. Et là, on peut dire que cette région-là n'est plus habitable du fait de ce changement climatique et de l'extrême chaleur, 58 degrés en été. Comment peut-on supporter de telles températures? C'est impossible. Et ce sont les températures qui nous impactent en juillet, en août. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Il y a les températures, mais il y a d'autres choses. Je voudrais faire référence à ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est la pollution. Du fait de ce changement climatique. La pénurie d'eau, évidemment, lorsque le niveau de la mer diminue, génère des problèmes de contamination de plus en plus importants. Et cela génère une bioaccumulation chez les personnes qui tombent malades, qui développent de nouvelles maladies en Irak. Tout ceci, encore une fois, est lié au changement climatique. Et l'Irak subit des migrations internes. Il y a peut-être, je dirais, 20 000 personnes qui doivent se déplacer, qui ont dû se déplacer en 2022. Donc de 2019 à 2022 à peu près, il y a eu 20 000 personnes déplacées au sein de l'Irak. Donc quatre des populations qui se sont déplacées du sud, de 4 villes du sud, ailleurs. Il y a même une personne qui s'est donné la mort par le feu. On parle d'Iraki Mashel. Dans les marécages. Et c'est une personne là qui s'est donné la mort par le feu parce qu'il ne pouvait pas entretenir son troupeau de buffles. Il n'y avait pas assez d'eau. Autres personnes et des familles qui se sont donné la mort, là encore, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour leur activité, pour l'agriculture. Donc c'est ce type de problème-là. Il y a les conflits également. Alors, les conflits ne sont pas tous générés par le changement climatique, bien sûr, mais je voudrais vous parler de la question de la gestion des ressources hydriques en Irak et en dehors d'Irak. L'eau dans la région, 80% de l'eau provient des pays environnants. Et il n'y a pas d'accord avec ces pays environnants, avec ces pays voisins, même à un niveau international. Aucun accord n'a été conclu et il n'y a pas de négociation en cours. C'est pourquoi nous avons perdu 80% de nos ressources hydriques et encore une fois, la gestion de ces ressources est extrêmement pauvre, extrêmement inadaptée et on doit gérer tout cela en plus du changement climatique et tout ceci produit toutes ces difficultés pour les populations irakiennes. I was on time. Mais alors pareil, je vais vous reposer une petite question. Quand vous dites 80% de nos ressources en eau en Irak proviennent des pays voisins. Ah, vous m'entendez Yes, pas? Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça arrive sous quelle forme? De fleuve, de cette eau qui... Vous n'avez que 20... Les sources en Irak, c'est que 20%. Les lacs en Irak, c'est que 20% de votre ressource en eau?
Merci de m'avoir donné un peu plus de temps pour m'exprimer, parce que c'est un point important que j'aimerais couvrir. C'est un point très important. Il faut réfléchir à ce qui se passe dans la région. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la géographie de cette région. Alors nous avons deux rivières très anciennes, l'Euphrate et le Tigre. Leurs bassins, les bassins fluviaux sont partagés par 4 pays, desservent l'Iran, la Turquie, la Syrie, l'Irak et le Kurdistan au milieu. Ce sont des pays qui se reposent beaucoup sur ces ressources. Ils ont la paix, mais le seul problème, c'est l'eau. Ils ont un accord, par exemple, entre la Syrie et la Turquie, mais cet accord est déjà arrivé à fin avec la révolution en Syrie. Alors, voilà, donc l'eau arrive d'Iran, passe par l'Irak, voilà, et ensuite vont vers le golfe Persique en aval. Et d'un seul coup, les gouvernements turcs et syriens ont décidé d'un nouveau projet pour le rendre écologique. Ils ont dit que c'était un projet écologique pour contrôler le flot de l'eau. Nous avons des barrages, certains fonctionnent selon les saisons. Du côté turc, pour les ressources principales en eau, ils ont construit des barrages énormes pour maîtriser l'utilisation de l'eau. Donc, de cette manière, ils captent 80% de l'eau qui devrait arriver en Irak. Le reste, c'est de la pluie et de la neige qui est déjà affectée par le changement climatique. Nous n'avons plus de pluie. Imaginez l'été dernier, nous n'avons eu de la pluie que 2 fois. Et c'était dans la partie sud où il n'y a pas moyen de la capter. Donc, par exemple, les récoltes ont beaucoup de mal à capter les eaux pour l'irrigation. Nous avons fait un plaidoyer pour améliorer la situation, particulièrement dans le nord de notre pays. On essaye de pousser le gouvernement dans cette région pour utiliser l'irrigation par les eaux pluviales comme une solution. Salman Kerala. Donc c'est merveilleux parce que vous êtes absolument placé dans le sens de votre tour de parole. Je ne sais pas si c'est un hasard. Marjolaine Bose, ça vous permet, on peut rebondir un petit peu puisque Salman a parlé de la Syrie. Justement, vous êtes, lors de vos 2 dernières missions humanitaires, vous avez travaillé en Syrie et également au Soudan du Sud. Donc 2 pays qui sont également très vulnérables au changement climatique et donc forcément à la problématique de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation dans ces 2 pays? Peut-être commencer par la Syrie pour faire le lien avec ce que vient de dire oui, bien sûr. C'est pareil, c'est une question qui est très très vaste. Donc, moi, je reviens du nord-est de la Syrie, qui est effectivement très proche de la situation qui se passe en Irak, c'est-à-dire une zone où, en fait, il n'y a plus d'eau. C'est vraiment sur le nord-est de la Syrie, on a un fleuve où l'eau n'arrive plus, pour des raisons de réchauffement climatique, aussi pour des raisons de gouvernance de l'eau transfrontalière, avec des problèmes politiques qui viennent toujours en amont, et on retrouve ça, je pense, dans le monde un peu partout. Les problèmes de barrage sur le Nil, les problèmes de barrage sur l'Euphrate, c'est quelque chose qui est toujours présent, mais aussi un cycle des pluies qui est complètement perturbé, et comme le disait Jean-Yves, de l'eau de nappes phréatiques qui est mal contrôlée. C'est-à-dire qu'effectivement, les nappes phréatiques sont là, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Et on se retrouve dans une région du Nord-Est où vraiment les gens n'ont pas d'eau. Quand on fait des questionnaires dans des centres de déplacés dans le pays, l'eau pour boire est le 2e besoin le plus exprimé, ce qui est assez rare en fait. En général, les gens ont de l'eau, peut-être pas potable, mais ils ont de l'eau. En Syrie, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est la nourriture. Et ce qui est en fait très lié, parce que la Syrie dépend énormément de l'agriculture, donc sans eau, pas d'agriculture et pas de nourriture. Donc on se retrouve avec des populations qui sont
de plus en plus en insécurité alimentaire, des taux de malnutrition chez les enfants qui augmentent très fortement, ce qui est inquiétant pas seulement là maintenant, mais on sait que la malnutrition chez un enfant, ça stoppe son développement, ça ralentit et ça va avoir des conséquences sur le très long terme. Des conflits qui sont de plus en plus présents, surtout quand on a des ressources en eau qui sont partagées entre certains villages où voilà, qui va avoir de l'eau pour pouvoir cultiver pose énormément de problèmes, mais aussi des gros soucis de santé. Et ça, on l'a vu en Syrie en 2022 quand j'étais, où il y a eu une épidémie de choléra avec plus de 10 000 cas déclarés de choléra sur l'ensemble du territoire. Mais encore une fois, présent un petit peu partout dans le monde, où je crois qu'en 2022, c'était 43 pays dans le monde qui déclaraient des épidémies de choléra, une augmentation de 25% par rapport à 2021. Donc quelque chose qui est vraiment énorme. Et quand le choléra n'est pas là, c'est des maladies liées à l'eau qui sont sous toute forme, des taux de diarrhée très élevés. Donc une population qui en général n'a pas accès à des systèmes de santé qui marchent bien, qui, à cause de l'eau et à cause de la scarcité en eau, va être extrêmement malade. D'accord, donc ça c'est pour la Syrie. C'est pour la Syrie. Le Soudan du Sud, une problématique un petit peu différente. Notamment là où j'étais, moi, il y avait de l'eau. Il y en avait beaucoup trop même, puisque j'y étais à un moment où il y avait des très grosses inondations. Ce qui n'aide pas du tout la situation, en fait. Parce que qui dit inondation, souvent les inondations arrivent dans des moments qui sont complètement perturbés du cycle des pluies liés au réchauffement climatique, parce qu'on voit que ces phénomènes de pluie est vraiment perturbé. Donc souvent, qui au lieu de venir nourrir les cultures, viennent les détruire au pire moment, ce qui amène à des années sans culture et qui amène encore une fois une forte insécurité alimentaire pour les populations. Moi, quand j'étais au Soudan du Sud, au-delà de cet aspect, avoir accès à de l'eau potable, avoir de l'eau au bon moment pour faire des cultures, c'est aussi des problèmes, les inondations de déplacement. Je me souviens avoir des chefs de village qui m'appelaient en me disant « Est-ce que c'est possible de distribuer des canoës parce qu'on a des villages qui sont extrêmement éloignés des centres-villes et on a des femmes enceintes qui se sont noyées en voulant aller dans des cliniques pour accoucher. Parce qu'avec les inondations, tout l'accès était perturbé et la population ne savait pas le gérer. Donc, dans cette surabondance d'eau liée au réchauffement climatique, des problèmes de santé, des problèmes d'alimentation, mais aussi des problèmes de gestion de la vie tous les jours avec de l'habitat qui est détruit, pas d'accès à l'école, pas d'accès aux hôpitaux. Et souvent, les femmes qui se retrouvent les populations les plus vulnérables parce que qui encaissent le plus le choc. Et tout ça dans un pays, on connaît la contribution du Soudan aux Oui. émissions de gaz à effet de serre mondiales. Oui, moi quand j'y étais, le Soudan du Sud contribue à 0,1% des émissions à effet de serre et était le 8e pays le plus vulnérable en termes de réchauffement climatique. Oui. Il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que l'année dernière, pour 1 million de personnes au Soudan du Sud, 55 000 étaient déplacées dû au réchauffement climatique, quand en France, à la même époque, on parlait de 664 personnes. 55 000 au Soudan du Sud. Et qui est déplacé dans des conditions d'extrême vulnérabilité. Sachant que la France, elle, a contribué historiquement à peu près 2,4% des émissions mondiales. Ok. Et est-ce que d'un point de vue général, vous avez quelques chiffres sur l'impact du changement climatique et le manque d'eau et les crises humanitaires, en dehors de ces deux pays dont on a compris que... Alors c'est difficile parce que comme on en a parlé, en fait, cette définition de déplacé climatique, elle n'existe pas aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est légiféré, c'est pas quelque chose qui existe. Les chiffres qui sont estimés depuis 2008, c'est 378 millions de personnes déplacées, souvent déplacées dans leur propre pays, à cause de raisons climatiques. Donc pas uniquement liées à l'eau, aussi liées à la sécheresse, liées au feu, liées aux tempêtes, mais oui, 367 millions, et avec un record atteint en 2022 et un phénomène qui s'accélère énormément chaque année. Donc ouais, ça devient une des premières raisons, et ça devient aussi une raison assez forte de conflits. Ça vient nourrir les conflits de plus en plus, et je pense que
tous les humanitaires ont cette crainte des conflits climatiques qu'on voit arriver, qui existent déjà, mais qu'on voit arriver de façon de plus en plus forte, avec cette ressource en eau qui se retrouve en pénurie et qui forcément vient nourrir des tensions déjà préexistantes. Merci. Aïssa Maïga, donc, on l'a dit, vous êtes actrice et réalisatrice française et vous vous êtes attachée à défendre plusieurs causes et à en attaquer d'autres. Donc, attaquer évidemment le racisme, défendre le féminisme. Et il y a quelques années, vous vous êtes tournée vers la cause de la lutte contre le changement climatique à travers ce documentaire dont on va projeter quelques extraits qui s'appelle « Marcher sur l'eau ». Mais avant qu'on regarde cet extrait, est-ce que vous pourriez nous donner rapidement le lien entre justement cette lutte contre le racisme, cette lutte contre le changement climatique et cette lutte pour les femmes? Alors, j'ai abordé le métier d'actrice avec des rêves, et ces rêves se sont très rapidement heurtés à l'imaginaire dans lequel les femmes noires étaient cantonnées. Donc la question du racisme, je l'ai vraiment expérimentée dans mon travail, dans mon milieu professionnel, à travers les rôles et la représentation qu'on faisait de certaines populations. La question du féminisme, j'en ai tout simplement hérité. Je pense que je fais partie d'une famille dans laquelle les femmes, en tout cas pour certaines, ont pris position très tôt dans la famille ou dans l'espace public, que ce soit au Mali ou en France. Et ces deux questions ont toujours été mêlées, parce que je n'ai jamais cessé ni d'être une femme, ni d'être noire en France. Donc c'est vraiment une problématique que j'ai vécue de l'intérieur et qui s'est articulée au fil de mon évolution dans le métier. La question du réchauffement climatique était quelque chose qui, comme pour beaucoup de citoyens, était quelque chose qui me glaçait, puisque j'avais la sensation de n'avoir aucune prise sur les décisions politiques, de n'avoir aucune prise sur cette chose qui est en marche et qui nous dépasse. Et je n'avais pas non plus spécialement le sentiment d'avoir une légitimité particulière pour m'emparer de ce sujet dans l'espace public. Donc je naviguais comme ça avec un sentiment d'impuissance. Et puis on m'a proposé, l'idée n'est pas de moi, on m'a proposé de réaliser un film sur la question du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique. J'ai d'abord refusé pour les raisons que je viens d'évoquer, et puis très vite j'ai accepté, d'abord parce que j'ai eu le sentiment que... Alors, l'idée, c'était que le projet devait se passer en Afrique de l'Ouest, c'est la région d'où je viens, du Mali et du Sénégal. Et l'idée de pouvoir m'emparer d'un sujet comme ça à travers le récit de personnes qui sont situées dans un endroit du monde qui me touche particulièrement parce que je viens de là et parce que j'ai un attachement très fort avec la zone sahélienne, tout ça m'a poussée à accepter, en étant très au clair sur une chose, c'est que je n'étais pas une experte, je ne suis pas une climatologue, je ne suis pas une scientifique, mais j'ai eu à cœur de faire un film pour faire réfléchir, mais aussi toucher le public, un public divers en âge. C'est un film, Marcher sur l'eau, qui est visible par des enfants assez jeunes, dès l'âge de 8-9 ans. J'y tenais pour des raisons évidentes de transmission. C'est un film qui est accessible dans le sens où il n'est pas réservé à des personnes qui seraient déjà sensibilisées à la question du réchauffement climatique. Et je crois que ça, c'est un des enjeux très forts qu'on rencontre aussi bien dans les métiers de représentation que dans les parcours qui sont ceux de mes voisins, par exemple. C'est l'enjeu qui consiste à savoir comment est-ce qu'on peut élever les consciences, toucher les gens, faire en sorte que les citoyens se sentent impliqués, qu'ils aient le sentiment d'être acteurs de la lutte contre le changement climatique, qu'ils aient suffisamment de connaissances
Et je pense que ça passe par beaucoup de choses, mais aussi par l'empathie. Et l'empathie passe par en tout cas quand on fait des films, par le fait de donner à voir certaines réalités de manière à ce qu'on se sente impliqué et à ce qu'on abolisse certaines barrières géographiques, culturelles, physiques, religieuses ou autres. Donc c'est une réponse beaucoup trop longue, non? Mais, pas du tout. Mais voilà, le cheminement, pour aller très vite, qui m'a mené à faire ce film pour... voilà. D'accord. Et il a été terminé quand, ce film? Alors, je l'ai tourné entre 2019 et 2020. D'accord. Et on a fini le montage en 2021. Il est sorti la même année. Ok. Donc, on va en regarder un extrait. Je pense que ça se passe là. Voilà. ko ina en juuyo wana on ba ilano re'i jiwe ma dilli latti leydi tan resi biya wala goɗɗum wala a yiggati a waɗa ko inchallahu in mun samu ruwa yara mu za su yi lokol kenan nde fusi ko ɗum ɓe mo yara ndiyam joɗotani lornu gonɗen kañum ma kiloji sappo gooti ɗo ɓe en jahale ɗe dilleten en jiɓɓina ɓikkol meɗen ngala renoɓe mi warta wana mi yejji tan on mi andi wahala kad ardumen mi andi torraɗo ɗo ardumen On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Là, il faut un forage. Yau an ka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu nisa. Da ni wannan matsalar ta shahe mu duka matsalar mu ne mu duka Monsieur, on va marcher sur l'eau? Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Bravo. Et, vous avez déjà répondu en partie à la question pourquoi avoir choisi le format documentaire. Donc vous nous avez dit que on était venu vous le proposer, mais donc pour vous reposer la question différemment, est-ce que vous n'avez pas eu envie de faire non pas un documentaire, mais un film avec des acteurs et des actrices, ou est-ce que vous pensez vraiment que ce moyen, le documentaire, était le mieux, voilà, le plus adapté? Puis j'aimerais bien savoir aussi comment il a été reçu auprès de tous ces gens. Alors je ne sais peut-être pas ceux qu'on a vus dans cet extrait qui l'ont vu. Vous allez nous dire si vous avez pu le diffuser un petit peu partout auprès des gens qu'on voit, et puis les changements que ça a peut-être déjà fait et que vous espérez. Le format documentaire m'a été proposé, mais j'ai abordé le film quasiment comme une... Well, this feature film was just like fiction for me. On n'avait pas les moyens de rester pendant toute une année sur place pour des raisons qui sont également sécuritaires. C'est une zone dans laquelle on ne peut pas rester très longtemps. Il ne faut pas qu'on soit identifié trop longtemps dans le même endroit en tant qu'équipe occidentale. Et le film, il est teinté d'accent de fiction. J'avais le sentiment que la fiction, mélangée avec le documentaire, pouvait être le véhicule idéal pour à la fois donner des informations, en même temps apporter une sensibilité. Et je tenais également à ce que ce soit un vrai film de cinéma. Dans les extraits que vous avez pu voir, vous avez pu peut-être admirer le travail de mon chef opérateur, Ruslan Dion. J'y tenais pour plusieurs raisons. D'abord, je n'avais pas envie d'enfermer les personnes qui m'ont ouvert leurs portes dans un regard misérabiliste. J'avais envie qu'on puisse les découvrir
dans différents aspects de leur vie quotidienne, qu'on les découvre également dans leur très grande dignité. On est dans le Sahel, c'est un endroit dans lequel la notion de fierté et de dignité sont très très fortes. Et les personnes que j'ai filmées avaient une très forte réticence au départ, c'était qu'ils ne voulaient pas montrer leur misère, parce que ça ne se fait pas de se plaindre, parce qu'on n'a pas envie de faire pitié. Et je leur ai fait la promesse qu'ils seraient regardés avec la dignité qu'ils méritent et qu'ils inspirent. Alors, concernant la réception du film, on avait fait la promesse qu'il soit montré d'abord au Niger, donc mon producteur s'y est tenu. Et ça a été très fort pour les personnes du village qui ont fait le voyage entre le village Tatiste et Niamey, la capitale. Pour certains, c'était la première fois qu'ils sortaient de la zone dans laquelle on a tourné. Et puis pour chacun d'entre eux, c'était la première fois qu'ils allaient au cinéma. Ils se sont vus, ils ont découvert quelle était la traduction, le résultat de tous les tournages qu'on a fait pendant un an, durant tous nos allers-retours avec eux. Ils étaient très fiers, ils le sont. Les Peul Wodabé, qui est cette ethnie dans laquelle on a tourné, ont été énormément filmés dans le passé. D'abord parce qu'ils ont un ensemble de rites, de danse, pardon, le mot m'échappe, mais voilà, bon, c'est pas grave, qui ont attiré énormément le regard occidental notamment. Donc ils ont été énormément filmés, mais souvent dans leur aspect le plus folklorique. Et ce qui a été récurrent, c'est chez eux, dans ce qu'ils ont dit, c'est le fait qu'ils se sentent représentés pour la première fois tels qu'ils sont dans un film. Donc pour moi, évidemment, c'est une grande fierté. Et c'est une grande fierté également qu'ils aient le sentiment que leur problème d'accès à l'eau, leurs problèmes, tous les problèmes qui en découlent, comme le disait Marjolaine, les problèmes d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, la condition féminine, la condition de l'enfant, tous ces aspects-là sont montrés, mais ils ne sont pas montrés de façon à les enfermer dans leur pauvreté et dans leur misère. Est-ce qu'il y a eu est-ce que ce film a permis, c'était peut-être pas forcément son but d'ailleurs, enfin juste de faire prendre conscience, ce qui est déjà énorme, mais est-ce qu'il a eu quand même des conséquences concrètes sur l'approvisionnement en eau, l'accès à l'eau des personnes que vous avez filmées? Oui, on a travaillé avec une ONG qui s'est attelée à faire une levée de fonds à laquelle on a participé pour construire un forage. Donc le forage n'étant pas une solution pérenne, voilà, on est tout à fait conscient des limites que ça pose en termes de durabilité, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui permet à plusieurs dizaines de milliers de personnes par an d'accéder à une eau potable. Ce que ça a permis, le film a également permis des levées de fonds. Enfin, très honnêtement, les producteurs et moi-même sommes restés très humbles par rapport à l'impact au-delà du film, et on a fait ce à quoi on s'était engagé, c'est-à-dire une levée de fonds et un don en plus par la production et moi-même pour soutenir l'effort du village avec lequel on est encore en contact aujourd'hui. Merci beaucoup. Salman Kerala, est-ce que vous pensez, est-ce que déjà il y a eu des documentaires sur votre pays? Est-ce que vous pensez que ce serait un bon moyen de sensibiliser, de mobiliser la démarche d'Aïssa transposée en Irak? Mais bien sûr, absolument. C'est extrêmement important, vous savez, ce type de matériel. C'est important pour les activités de plaidoyer et c'est vraiment permettre aux gens de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Quelle est la réalité tangible? Parce que parfois Bagdad, c'est la capitale bien sûr, capitale d'Irak, et ils se soucient peu
de l'accès à l'eau. Donc, il se peut des personnes qui vivent dans le sud, dans les marécages. Mais lorsque sur les réseaux sociaux, on voit ce type de film, ou lorsque les personnes à Bagdad ont accès à ce type de documentaire, eh bien, ils touchent du doigt la réalité, comprennent ce qui se passe et comment utiliser au mieux les ressources hydriques. Alors, bien évidemment, c'est une manière de montrer la réalité et de montrer comment une grande partie du monde vit. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas bien, qui comprennent mal ce qui est lié au changement climatique. Ils ne comprennent pas qu'il y a là un énorme conflit qui se fait jour, d'ores et déjà, dans les tribus également en Irak, mais en dehors d'Irak. Il y a des conflits entre familles parce qu'il n'y a pas assez de ressources hydriques, il n'y a pas assez d'eau pour leurs fermes. Donc ce type de documentaire, encore une fois, c'est très utile. De deux manières d'ailleurs, soit pour sensibiliser bien sûr, mais également pour constituer plutôt un travail de plaidoyer et constituer des réserves de documents, des preuves documentaires pour l'avenir. Vous voulez dire quelque chose, Jean-Yves? Oui, je voudrais juste dire un petit mot à propos du film, parce que vous avez plusieurs fois employé le mot de documentaire, et Aïssa l'a repris en disant c'est une fiction, et je voudrais insister là-dessus, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le film, n'hésitez pas à aller le voir en se disant je vais aller voir un documentaire, ça va être barbant, la sécheresse, tout ça, c'est pas rigolo. Non, c'est un film, un vrai film avec des personnages, il y a une histoire, et c'est pas misérabiliste sur la sécheresse, comme disait Aïssa Maïga. Il y a de la joie dans ce film, il y a des moments où il pleut, il y a des moments où il y a de l'eau partout, où les gosses jouent dans l'eau. Et donc c'est un film sur la vie au Sahel, c'est pas seulement un film sur la sécheresse, et c'est surtout un film sur la vie des gens. Il y a une histoire, il y a des gens qui partent en migration, qui partent avec leurs troupeaux, qui partent travailler à l'extérieur, etc. Et on voit aussi, moi j'ai beaucoup aimé aussi la problématique autour de l'école. Les enfants qui vont à l'école, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. On parle souvent des histoires d'alimentation, d'eau, etc. C'est important, mais pour les gens, ce qui est le plus important pour eux, c'est d'envoyer leurs gosses à l'école. Et tout le reste, finalement, pour eux, c'est concourir à ça. Et il y a cette histoire de l'école aussi. Donc c'est pour ça que ce film est intéressant, parce que ce n'est pas un film qui est seulement sur la question de la sécheresse, c'est un film qui est sur la vie des gens et dans lequel il y a une vraie histoire. Donc allez le voir, il est sur toutes les plateformes sur Internet. Merci Jean-Yves. Merci. Donc on repasse un tout petit peu la parole à Salman quand même, parce que ce que je voudrais savoir, moi, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, avec votre ONG, on n'en a pas encore parlé, les actions que vous menez en Irak, votre ONG qui s'appelle donc Umat Jila. Est-ce que vous faites des films? Je ne sais pas. Racontez-nous un peu. Avec plaisir. Alors, enfin, je vais pouvoir parler de mon ONG. Umat Jila, c'est vraiment une association de protection du fleuve. Le Tigre, en arabe, on l'appelle Dijla. Donc, même en anglais, on l'appelle comme ça. Donc, Umat Dijla, ce n'est pas en tant que telle l'organisation, mais c'est plutôt un outil pour notre ONG, avec un mouvement qui est né de deux personnes, moi-même et puis le cofondateur. Ça a commencé en 2015 et on a commencé à réfléchir à ce qui allait se passer à l'avenir avec Daesh notamment. On s'est vraiment posé la question, quelles sont nos priorités pour l'avenir? De quoi pouvons-nous parler? Et on a commencé à essayer de faire entendre notre voix sur la situation et le problème de l'eau dans le sud. Et on m'a dit, mais toi Salman, tu parles des problèmes d'eau alors qu'il y a des gens qui se font tuer par Daesh et par l'État islamique. Et j'ai dit oui, parce que c'est un vrai problème, il n'y a pas assez d'eau. Moi, j'ai quitté ma ville du fait des menaces que moi-même et ma famille avons connues du fait du tourisme, mais également du fait du problème du manque d'accès à l'eau. C'est ainsi qu'est née notre organisation et ainsi on a pu parler du Tigre et de notre ONG. C'est un mouvement environnemental et social et nous travaillons à 3 différents niveaux, peu ou prou. D'abord au niveau extrêmement local, au niveau des villes, et notre ONG travaille dans 17 villes en Irak avec 400 bénévoles à peu près, qui on travaille ensemble depuis 5-6 ans. Et nous travaillons donc au niveau local, au niveau des villes, des villages, et pour identifier leurs besoins.
nous travaillons sur les actions de sensibilisation, de plaidoyer. Nous menons des recherches également, encore une fois, au niveau local, mais également au niveau national, puisque les besoins dans le sud ne sont pas les mêmes des besoins dans le nord du pays. Donc, par rapport à cela, eh bien, nous menons nos différentes actions. Alors, ce que l'on fait également, c'est que nous parlons de l'eau, de l'environnement dans notre propre région, et là, nous en parlons en termes politiques, en termes sociaux, en termes économiques également. Et ça, c'est compliqué pour les hommes politiques et pour les gouvernements. C'est la raison pour laquelle, parfois, on n'en parle pas du tout, on n'en entend pas parler du moins en Europe. Puisque c'est... Tout ceci, toutes ces questions sont menacées dans nos pays. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons au sein de notre organisation. Alors, Jean-Yves Jamin, je vais vous repasser la parole. Donc, le CIRAD, justement, accompagne des projets sur le terrain pour appuyer les communautés et pour lutter donc, contre les effets du changement climatique. Est-ce qu'il y a des clés pour une mobilisation efficace? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut repérer, appliquer d'un pays à un autre, ou tout est très local? Les deux, mon général. C'est à la fois très local, mais c'est aussi des choses qui passent le local. Parce que l'eau, c'est une ressource qui, par définition, l'eau, ça coule. Et donc, par rapport à la gestion d'une forêt, par exemple, ou de ressources naturelles de type des mines, et qui sont effectivement très locales, là, avec l'eau, on ne peut pas se contenter du local parce que cette eau, elle va bouger. Donc, au-delà du village qui est concerné par un problème d'eau, il y a, le long de la même rivière, d'autres villages dans une même région. Et puis, dans le cas des fleuves, on l'a vu avec Salman, c'est plusieurs pays qui sont concernés. Et donc, on ne peut pas traiter le problème seulement au niveau local. Mais c'est quand même important de partir du niveau local pour une raison simple, c'est qu'on a vu un moment dans le film, là, juste dans l'extrait, un moment où il y a l'instituteur qui remplit une demande pour l'eau. Et souvent, au niveau local, c'est le problème, c'est que les gens ne sont pas consultés. Donc nous, on assiste beaucoup là-dessus et on travaille beaucoup là-dessus sur l'utilisation de méthodes qui permettent d'impliquer les acteurs de terrain par des méthodes participatives, hein, et donc ces acteurs de terrain pour leur donner la parole. Moi, je suis un agronome, donc à l'origine, j'ai l'habitude de travailler avec des agriculteurs. Les agriculteurs, en général, c'est des hommes. Mais en faisant ça, on oublie plus de la moitié de la population, qui sont les femmes, les enfants, tous les autres acteurs, qui ne sont pas des agriculteurs, et qui sont aussi des utilisateurs de l'eau. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est quand on travaille sur ces questions de l'eau, c'est de veiller à impliquer tous les acteurs de l'eau, tous les utilisateurs de l'eau, même s'ils ne sont pas des utilisateurs importants en termes de quantité. On a travaillé par exemple au Brésil dans une petite vallée où il y avait à peu près 5% des gens qui étaient des agriculteurs irrigants. Et ces agriculteurs irrigants utilisent en fait 95% de l'eau. Et quand on a commencé à travailler avec eux, en fait, on s'est vite rendu compte aussi que, oui, mais on oubliait 95% de la population. Et ces 95% de la population, eux, ne consomment que 5% de l'eau, parce que l'eau potable, ce n'est que 5%. Mais ces 5%, c'est vital pour tout le monde. Et ça concerne tout le monde. Et donc, on est parti, encore une fois, on est à la base des agronomes, on est parti avec une démarche d'agronome, et puis finalement, on s'est intéressé à cette question de l'eau potable, et on s'est aperçu que c'était ça qui était le plus important pour les gens. Ce n'était pas de savoir si on pouvait produire plus de tomates avec l'eau qui était disponible dans les champs, mais c'était aussi de dire on veut l'eau dans notre village. On veut que chaque village ait un accès à de l'eau potable, de qualité, avec laquelle on ne soit pas malade, parce que ça, c'est extrêmement important d'avoir une eau de bonne qualité. Et donc, pour ça, il faut impliquer les gens au niveau local. On a par exemple, en Tunisie, on a développé un programme avec le ministère de l'Agriculture, avec les gouvernorats dans chaque région, pour aller discuter avec les gens dans les villages, et on a impliqué à peu près 4000 personnes dans 5 régions différentes de Tunisie pour discuter de ces problèmes d'eau, d'accès à l'eau, de sécheresse, de pauvreté. Mais il est important que, quand on travaille dans les villages, on travaille aussi sans exclure les autres niveaux. Et en particulier, moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur les autorités nationales. C'est-à-dire que si vous faites un travail uniquement au niveau local, quand vous partez, c'est fini.
Si les autorités nationales sont impliquées, donc dans notre cas c'était les gouverneurs, c'était le ministère de l'Agriculture, c'était les agents du ministère de l'Agriculture dans les différents villages, c'est quelque chose qui continue. Ce n'est pas lié à une intervention ponctuelle. Donc dans ces méthodes participatives, c'est important, évidemment, c'est fondamental même que les utilisateurs de base sur place soient impliqués, mais c'est aussi important de ne pas exclure les utilisateurs, les autres intervenants, en particulier les autorités politiques. Si on veut que les choses soient durables. Donc ça c'est valable partout. À la fois concerter les acteurs et les actrices locaux, les parties prenantes, si on peut dire, mais aussi pour que ça s'implante au niveau national de façon pérenne, aller voir les autorités. C'est les deux niveaux qui doivent s'entrecoupler. C'est plus qu'aller les voir, c'est les impliquer même dans la démarche. Quand on a fait ce travail en Tunisie, par exemple, à l'issue de ce travail, on a recueilli 12 000 propositions qu'ont fait les gens. 12 000. C'est énorme. Les gens ont fait des propositions, ils avaient des choses à proposer sur ce qu'ils voulaient faire dans leur village, sur ce quoi ils voulaient agir. Ce travail, on l'a fait en mobilisant les agents du ministère de l'Agriculture et en mobilisant aussi des étudiants des écoles d'agriculture, des étudiants de l'université, parce que cet aspect aussi d'apprentissage, il est extrêmement important. Il a été pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de prendre conscience de l'importance de l'eau potable. Voilà, moi aussi, j'ai fait des apprentissages dans ces expériences sur le terrain. Et c'est important que ces expériences de terrain, les étudiants le fassent, parce que c'est eux les futurs cadres des pays. Et donc, la relève, quoi. Impliquer tout le monde, c'est important parce que ça permet à tout le monde aussi de prendre conscience et de préparer le futur. Et alors, il y a un projet qui s'appelle Pacte, qui est très symbolique de cette démarche. Oui, donc c'est ce projet en Tunisie. Donc le Pacte, c'est un projet d'adaptation au changement climatique dans les territoires vulnérables. J'insiste sur le mot de territoire parce que un autre aspect de la démarche, à côté de l'aspect de participation de tous les acteurs, c'est de le faire au niveau des territoires, ce qui veut dire qu'on n'a pas une approche sectorielle des choses, secteur par secteur, c'est-à-dire le secteur de l'eau d'un côté, le secteur de la santé de l'autre, le secteur de l'agriculture de l'autre. Et il faut vraiment, si on veut comprendre quelles sont les problématiques au niveau des villages, au niveau des territoires, il faut amener tout le monde autour de la table. On ne peut pas traiter les problèmes, on l'a dit tout à l'heure, on a évoqué les problèmes de l'eau par rapport à la production agricole, on a évoqué les problèmes de l'eau par rapport aux problèmes de santé. Tous ces problèmes, ils sont liés. Donc on ne peut pas traiter les problèmes de l'eau uniquement avec les gens du ministère de l'Hydraulique, par exemple. Oui. Il faut vraiment impliquer les différents acteurs. Et ça a été fait dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là, donc on a réussi à impliquer les différents acteurs. On le fait aussi au Brésil, où on a un programme qui est un petit peu similaire, qui s'appelle Sertão-Est, qui travaille sur la sécheresse, et où il s'agit là aussi, on travaille avec le secrétaire d'État à l'hydraulique, le secrétaire d'État à la santé, le secrétaire d'État à l'agriculture, et ces gens, sur le terrain, vont à la rencontre des usagers de terrain, parce qu'on a parfois des conflits autour de l'eau. Au Brésil, par exemple, il y a beaucoup de petits barrages qui sont utilisés au plan local. Et puis vous avez des grands barrages qui vont être utilisés pour alimenter les villes et faire de la grande irrigation. Les petits barrages, ils sont illégaux. Les grands barrages, ils sont légaux. Oui, mais les petits barrages, c'est eux qui sont utilisés par les gens les plus pauvres dans les régions les plus reculées. Ouais. Donc la politique officielle serait de supprimer ces petits barrages pour que les grands puissent se remplir. Évidemment, on ne peut pas faire ça directement. Donc il faut que tous ces gens se parlent. Et pour que ces gens se parlent, il faut arriver à les mettre autour d'une même table avec des méthodes adaptées. D'accord. Ok. Et alors, justement, Marjolaine Boss, est-ce que c'est pas un peu le rôle des ONG de faciliter cette parole ? Si. Alors, moi, je reste très, très humble sur l'implémentation de tous les programmes de la Alio, parce qu'on sait que c'est des programmes qui deviennent de plus en plus compliqués. Si je prends mon expérience en Syrie sur ces 18 derniers mois et ce que faisait Solidarité Internationale, on travaillait beaucoup sur les ressources, sur l'accès à l'eau et sur cet aspect alimentaire. Donc effectivement, il faut mettre les acteurs locaux autour de la table. La population, les femmes dans les villages, les agriculteurs, les autorités locales qui doivent normalement pérenniser l'action qu'on fait. Ça, c'est déjà pas facile. Comme on le disait, souvent les problèmes liés à l'eau, c'est des problèmes très politiques. Donc quand on parle aux acteurs locaux, en Syrie par exemple, ils disaient « oui, mais Marjolaine, tu sais bien que c'est les Turcs. Si les Turcs nous donnent de l'eau, tout sera réglé. » Quand on parlait aux acteurs internationaux, ils disaient « non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas un problème diplomatique. Ils pourraient mieux gérer l'eau en Syrie. » Donc il y a déjà un peu ce rejet de responsabilité où en tant qu'humanitaire, on se retrouve un petit peu entre les deux. Et ensuite, sur l'implémentation même d'un projet, aujourd'hui, on se retrouve dans des crises de plus en plus complexes.
où une ONG doit être capable de gérer une épidémie de choléra, ce qui demande d'avoir des ressources de personnes qui sont prêtes à faire des activités d'urgence, qui connaissent le choléra, qui savent les vecteurs de contamination, en même temps sur de la nutrition, ce qui est aussi très technique, et en même temps, il y a des problèmes très long terme qui sont comment est-ce qu'on donne de l'accès à l'eau dans des grosses infrastructures, et toutes les organisations n'ont pas les capacités de rétablir des stations d'eau. On veut travailler sur une partie agronome, et c'est la discussion de ce dont j'avais parlé au début avec la salinisation des sols. Donc, on doit aussi avoir une expertise sur l'agriculture, sur l'irrigation, tout ça en prenant en compte effectivement, et je pense que c'était vraiment intéressant ce que tu disais Issa sur le film, on ne peut pas imposer une solution. C'est-à-dire que quand on va travailler dans un village, on doit aller discuter avec les personnes de ce village, comprendre quelles sont les pratiques, comprendre quel est l'accès à l'eau, parce que ça ne marche pas. D'imposer une solution sans que ce soit travaillé, ça ne marche pas. Donc, il y a énormément de points de vue différents qui se confrontent, des problèmes qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus complexes à adresser, avec, au global, des financements qui ont tendance à réduire. Alors, et des crises qui sont aussi très oubliées. Pour avoir quand même une petite touche concrète et positive, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de projet conduit par Solidarité Internationale, mis en œuvre? Oui, bien. Attention, je ne dis pas que l'intervention humanitaire ne sert à rien, j'y crois fondamentalement. Ce qui s'est passé en Syrie, par exemple, qui était très intéressant, on est intervenu, moi quand j'étais dans des régions où l'insécurité alimentaire était très haute. Et on organisait en même temps des distributions alimentaires, mais des kits de graines de végétaux avec des kits d'irrigation pour aider les personnes à faire ce qu'on appelle du vegetable gardening, donc des petits jardins avec des végétaux. Quand au début de l'implémentation du projet, on a eu vraiment énormément de résistance contre ces kits en disant non, mais nous on ne veut pas des graines, donnez-nous à manger directement parce qu'on a faim et c'est ça dont on a besoin. En accompagnant, en travaillant avec les populations, à la fin on a vraiment des résultats qui sont chouettes avec des bénéficiaires qui nous disent ah nous on a plein de végétaux, on va donner des graines à nos voisins, on va pouvoir faire ça. Après, c'est des projets qui marchent bien, qui sont cool parce qu'on voit qu'il y a un impact long terme et qui va durer, mais toujours à prendre avec des pincettes et toujours encore une fois, à rester très humble dans l'implémentation de ce genre de projet parce que difficile à implémenter. On sait que ce village qui va utiliser plus d'eau parce qu'on a distribué des graines, peut-être qu'il va priver un village un petit peu plus loin sur la ligne d'eau. Et voilà, il y a toujours un petit peu cette... On est dans des crises où la quantité d'eau qui arrive dans le pays, je pense que c'est vrai en Irak, c'est vrai en Syrie, c'est vrai en Sahel, la quantité d'eau est juste insuffisante. Donc on a beau essayer de travailler autour de ça le mieux possible, l'équation finale ne marche pas. La quantité d'eau nécessaire qui arrive, la quantité d'eau qui arrive dans le pays n'est pas nécessaire à toutes les activités. Et c'est là où je pense qu'en tant qu'humanitaire, on essaye de jouer le plus possible pour adapter, mais on se retrouve toujours un petit peu en face du mur. Allez-y, Salman. Ah oui, merci. Je voulais ajouter simplement un point. Je crois que c'est très important de parler des alternatives possibles, ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons. Est-ce que donner des graines est mieux que le mal? Est-ce que le bien n'est pas pire que le mal? Est-ce que ça ne va pas priver d'autres villages de l'eau dont ils ont besoin aussi? En fait, c'est l'adaptation qui est la chose la plus prépondérante maintenant. On ne peut pas faire de plaidoyer sans l'adaptation. Il faut décliner nos projets avec ce que nous avons entre les mains maintenant, ça c'est absolument essentiel, et donner aux gens les outils pour procéder à cette adaptation. Et ça, c'est un autre défi, surtout au vu des situations politiques de notre région en général. Du tout parler, mais évidemment, tout ça dépend aussi de la communauté internationale, des négociations climatiques, de ce qui va se passer sur la question des pertes et dommages. Enfin bon, ça serait une autre table ronde. C'est une autre table ronde, mais je pense que dans les pays d'intervention née, c'est vraiment important.
de se diriger vers des solutions où des acteurs humanitaires qui savent implémenter des projets continuent à travailler, mais travaillent de plus en plus main dans la main avec des efforts qui doivent aussi venir du monde diplomatique. Aujourd'hui, on est face à des gouvernements qui ont besoin d'être accompagnés pour légiférer sur la ressource en eau, pour apprendre à faire ce qu'on appelle des master plans d'eau, de savoir voilà, quels vont être les investissements à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et je pense que là, on sort un petit peu du rôle d'humanitaire, mais on entre vraiment dans des ressources diplomatiques qui doivent être mises en œuvre pour accompagner ces pays-là à se développer de plus en plus sur ces questions de gestion de l'eau. Aïssa, vous voulez réagir à ça, peut-être? Pas du tout. D'accord, ok. Mais je peux répondre à d'autres questions. Non, mais alors, avant qu'on passe la parole à la salle, parce qu'il est quelle heure? Il est grand temps. Mais je voulais juste vous demander, on a beaucoup parlé de coopération, et, enfin comment dire, de concertation, pardon, auprès des principales personnes concernées. Est-ce que vous, quand vous avez fait votre documentaire/film, vous avez ressenti ça, enfin, et quand l'ONG est venue faire un forage, est-ce que vous avez pris l'avis de la population? Est-ce qu'elle a été concertée pour savoir où serait le forage, qui allait distribuer l'eau? Enfin, je ne sais pas les questions qui peuvent se poser, les usages prioritaires, tout ça, quoi. Le film devait d'abord être réalisé par Guy Lagache. Il avait fait des repérages. Il pensait vraiment pouvoir le réaliser, puis il a été nommé à la tête de Radio France, donc il a quitté le projet, et c'est à ce moment-là qu'on m'a appelé. Donc quand je suis arrivée dans le village, les gens que j'ai rencontrés étaient déjà complètement sensibilisés au double projet forage et film. Ils étaient plutôt même en attente, puisqu'il y avait eu un petit laps de temps avant que je puisse prendre le relais. Donc moi, j'ai bénéficié d'un travail d'approche qui avait été fait avant mon arrivée. Et il y avait une adhésion totale de la part de la communauté villageoise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des obstacles, des problèmes qui se sont posés. Quand on décide de faire un film, de porter son attention sur une communauté précise dans un village, ça veut dire que cette attention-là n'est pas portée vers d'autres villages. Donc on a dû, on s'est confronté aux demandes assez pressantes parfois d'autres communautés villageoises qui ne comprenaient pas pourquoi le village de Tatiste, qui est un village Peul Wodabé, bénéficiait de notre attention, alors même qu'ils étaient installés, depuis longtemps certes, mais installés quand même sur des terres appartenant à des Touaregs. Donc quand on décide de faire un film sur ces questions-là, on se confronte à beaucoup de choses qui ont trait au milieu dans lequel on essaie de s'intégrer. Mais je dois dire quand même que tous ces obstacles-là étaient... D'abord, je ne les ai pas affrontés toute seule. Hein. J'avais une équipe petite, mais une équipe quand même. Et puis, l'adhésion des gens du village, encore une fois, était tellement forte que ça n'a pas empêché la bonne marche des choses. Et je voulais dire autre chose, ça me reviendra. Ok, merci beaucoup. On va se tourner vers la salle, on va prendre des questions. C'est le moment. Oui, et ce que je voulais dire, pardon, c'est que les obstacles sont là, mais quand on sait pourquoi on est là, ça donne énormément de force. La raison pour laquelle j'ai tenu à tourner dans ce village Peul Wodabé en particulier, c'est dû au fait que la structure sociale, la structure familiale sont complètement explosées en raison du réchauffement climatique. Les Peul Wodabé sont traditionnellement des nomades. Ce sont des populations qui sont habituées à se déplacer par clan. Lorsqu'il y a assez d'eau, il y en a pour tout le monde. Mais lorsque l'eau vient à manquer, ça crée des problèmes au sein des communautés qui sont des problèmes assez violents. La structure familiale est explosée. Pourquoi? Parce que les femmes qui traditionnellement restent dans le foyer sont amenées à se déplacer très régulièrement pour aller chercher du travail en dehors de leur communauté. Donc elles se retrouvent à des centaines de kilomètres de chez elles, parfois pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps de réunir assez d'argent en faisant des petits boulots
et de manière à avoir assez d'argent pour tout simplement avoir assez de nourriture pour leur famille. Et il me semblait que c'était important de montrer comment la question du réchauffement climatique s'incarne au cœur de la vie des gens, au cœur de la structure familiale. Et la chose qui me semblait absolument importante et que j'ai voulu montrer dans le film, c'est la manière dont les enfants se retrouvent en charge de leur famille en l'absence de leur mère et de leur père qui partent seuls depuis que la situation est devenue très tendue, qui partent seuls avec leur troupeau. Donc les enfants, et notamment les jeunes filles, comme c'est le cas de la jeune Hulay dans le film, deviennent de véritables chefs de famille dans un contexte qui est extrêmement difficile, où il faut aller chercher de l'eau à des kilomètres, une ou plusieurs fois par jour en fonction de la saison. Il faut faire face aux problèmes de santé des plus jeunes, il faut essayer d'aller quand même à l'école. Comme le disait Jean-Yves, c'est très impressionnant de voir à quel point ces familles-là, ces communautés s'accrochent tant qu'elles peuvent pour envoyer leurs enfants à l'école parce qu'elles savent que le salut, en fait, tout simplement, l'avenir de ces enfants repose en grande partie sur l'accès à l'éducation scolaire. Donc tous les obstacles qu'on rencontre sont quand même contrebalancés par cette chose qui nous nourrit, qui est le fait qu'on a une mission à un certain moment donné à accomplir pour que quelque chose bouge ou, dans mon cas, pour que quelque chose soit vu par le plus de gens possible. Merci beaucoup. Merci. Alors, des questions? Qui se lance? Alors. Merci, bonsoir. Je m'appelle Azida. Donc, la première question, c'est pour Salman, donc je vais le dire en anglais. Je voudrais connaître l'état actuel du plaidoyer en Irak. Ce n'est pas spécialement pour parler du gouvernement, mais quelle est la position du gouvernement? Est-il en train de nier les problèmes d'eau? Est-ce qu'ils ont des solutions à court terme ou à long terme? Et quel est le travail de votre ONG pour aider l'action du gouvernement, pour venir en assistance aux populations, en particulier dans le sud de l'Irak? Ça me rappelle, quand vous parlez sur le mère de la famille, ça me rappelle que vous travaillez avec Chiwetel Ejiofor sur le film Le garçon qui domptait le vent, c'est ça? Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes déjà intéressé par les problèmes des environnements? Est-ce que le tournage de ce film vous ramène vers l'issue de l'environnement plus proche et vous motivez pour faire le documentaire, par exemple? Et le troisième, désolé, pour Marjolaine, peut-être pas tout le monde aurait l'opportunité pour aller au sud du Soudan ou la Syrie. Donc finalement, nous, les jeunes, donc je me permets de m'appeler jeune, qu'est-ce qu'on peut faire ici à Paris en tant que jeune pour soutenir cet effort et ne pas perdre dans cette idée de on est trop loin de ce sujet, ce problème? Voilà, merci beaucoup. Je vais vous demander. C'est qu'une seule personne. So shall we answer it now? Oui, oui. Okay. Tous les trois. 1, 2, 3. Yeah, there is no translation. Non, allez, vous pouvez commencer. Alors, je serai très bref et très diplomatique parce que si je réponds à la question de face, je dirais c'est une question délicate. Le gouvernement lutte contre ce que nous disons depuis 2003, après l'invasion de l'Irak. Actuellement, ils n'ont pas donné de priorité pour l'eau. Ça n'a jamais été une préoccupation pour le gouvernement. Ce qui les intéresse le plus, c'est la sécurité de l'État, établir un système sectaire corrompu. Ils
ne réfléchissent pas aux solutions. Ils veulent s'en mettre plein les poches, c'est tout ce qui les intéresse. Ils veulent laisser de la place à la corruption et non pas la solution pour l'eau. Mais depuis 2 ans, ils commencent à s'intéresser plus avant à l'environnement et le changement climatique. Il y a un nouveau ministère en Irak, le ministère de l'Environnement. Il est flambant neuf. Il a été ouvert à cause de la COP qui s'est organisée chez eux. Plus d'argent sera apporté au gouvernement, pas aux organisations sur le terrain. Et nous nous battons pour expliquer au gouvernement qu'on ne travaille pas contre eux, on travaille pour eux, avec eux, pour développer des solutions. Le garçon qui dompta le vent a été réalisé par Chiwetel Ejiofor et je jouais dedans le rôle de la très fière mère d'un jeune homme qui est un génie absolu, qui va sauver sa communauté de la sécheresse en inventant avec une dynamo de vélo et une roue de vélo un système hydroélectrique. Et c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de William Kamkwamba. C'est un film que j'ai tourné en 2018, je crois, ou 2017, au moment où je n'avais aucune idée du fait que j'allais réaliser un film sur la question du réchauffement climatique. Mais c'est vrai que j'ai été très inspirée par ce tournage et par la manière dont la narration était faite, puisqu'il s'agit d'une famille et que voilà, il y a des thèmes qui sont très voisins. Et bon, les deux films sont très, très distincts, très différents l'un de l'autre, mais c'est vrai qu'il y a je me suis sentie accompagnée par le regard de Chiwetel, comme je me suis sentie accompagnée par le regard d'autres cinéastes avec lesquels j'ai travaillé sur d'autres films, mais je crois que ce n'est pas du tout le moment ou le lieu d'en parler. Voilà, j'ai été assez brève. Alors, que faire quand on est en France? Moi, je me pose encore régulièrement la question, en fait. En ce moment, je ne travaille pas et je me dis, what's next? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Si tu as un diplôme en agronomie, en génie civil à l'eau, s'il te plaît, envoie ton CV à Solidarité Internationale. C'est la première chose. Ensuite, non, plus sérieusement, je pense que sur la façon dont on consomme, la responsabilité qu'on a en tant que personne riche dans ce monde, c'est un petit peu bateau, mais c'est la première chose. Faire attention, se rendre compte que nos modes de consommation ne génèrent pas les inondations dans le nord de la France, qui sont terribles, mais génèrent des inondations massives partout à travers l'Afrique et le Moyen-Orient et tuent énormément de gens. Je pense que l'action politique, le vote, de s'intéresser à pour qui on vote, de regarder les programmes, de ce qui se passe en France, mais aussi quelle est la politique européenne, quelle est la politique extérieure des personnes pour lesquelles on vote et quel est l'engagement environnemental est important. Et ensuite, le don est important, mais je le mettrai assez loin d'aller, surtout pour les jeunes qui n'ont pas forcément toujours beaucoup d'argent. Donc je dirais l'engagement citoyen, principalement, et la responsabilité politique. Très, très synthétique, concise. Une autre question? Au premier rang. Bonsoir, je vais essayer d'être très synthétique. Je suis géopolitologue de l'environnement et de l'eau et aussi chercheuse sur la protection de l'eau en période de conflit armé. Et je voulais faire le lien avec tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, moi j'observe 3 points communs entre 3 interventions en particulier, dont Marjolaine, Maïssa et Salman. L'Irak, la Syrie et le Mali sont tous les 3 des régions qui sont aux prises avec les groupes armés islamistes, qui, pour certains d'entre eux, ont des modes de prédation plus ou moins avérés sur l'eau. Alors Daesh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a eu une stratégie de contrôle des barrages. Je voulais savoir, dans les expériences que vous avez, des retours que vous avez par rapport aux populations ou autres, etc., comment vous l'identifiez dans vos propres activités, cette problématique associée à l'accès à l'eau, au changement climatique, qui vient se superposer à un conflit armé quand il survient ou quand il est déjà préexistant au préalable. Merci. Je peux répondre le premier si vous le souhaitez. Sur ce point, je dirais 2 choses. Tout d'abord, la réflexion sur Daesh et ISIS et comment ils utilisent l'eau.
L'organisation de l'eau, c'est une longue histoire dans notre région en particulier. Ça date d'il y a 20 000 ans. Quand il y avait des guerres, on coupait les rivières, notamment pour la ville babylonienne. On coupait l'Euphrate et on inondait les terrains autour. Et ensuite, tous les gouvernements, tous les États, les uns après les autres, ont utilisé cette méthode pour faire pression et pour apporter une tension économique et géographique. Ils ont aussi essayé de pomper nos rivières au sein de Daesh. Ils ont essayé aussi d'empoisonner un de nos principaux barrages de coordination, de contrôle. S'ils avaient réussi, ils auraient empoisonné 10 millions de personnes. Alors l'utilisation de l'eau en tant qu'arme, c'est très complexe. L'organisation de l'eau, c'est vraiment un problème géopolitique, mais pas seulement dans notre région. Vous avez vu ce qui se passe avec ce barrage entre l'Ukraine et la Russie. C'était aussi un phénomène qui a beaucoup affecté les populations. On a vu les conséquences. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est pour répondre à votre deuxième question sur la société civile, ce que nous pouvons faire en tant que citoyens face aux États islamiques ou au gouvernement islamique. Nous l'utilisons comme outil. Dans notre campagne de plaidoyer, nous disons au gouvernement turc, par exemple, vous êtes musulmans et ils sont musulmans aussi. Plus, il y a une phrase dans le Coran qui dit « Dites-leur que l'eau doit être divisée de la façon la plus équitable entre eux. » C'est une phrase du Coran. Donc on l'utilise contre eux. On dit « Vous êtes musulmans? Eh bien voilà ce que vous devez comprendre. Pourquoi vous utilisez la surpêche, l'empoisonnement des rivières, etc. » Donc on utilise, on retourne cet argument, hein, bien sûr, mais ça ne marche pas toujours. Pour ma part, j'étendrai un peu la question, parce que par exemple, au Soudan du Sud, qui est un pays chrétien, on voit que l'eau, exactement de la même façon, interagit très, très finement avec les conflits. Et c'est un peu une double relation. Ce qu'on a vu en Syrie, par exemple, la grosse sécheresse de 2006 à 2011, on sait que ça a été quelque chose qui a énormément participé à la révolution, parce que les populations se sont retrouvées plus vulnérables et donc tous les problèmes gouvernementaux qui existaient déjà se sont retrouvés encore plus mis en valeur parce que un souci. Donc on voit que ce problème d'accès à l'eau, de réchauffement climatique génère le conflit, de même façon que le conflit, et c'était très clair au Soudan du Sud, où je travaillais dans un village un peu éloigné du Nil parce qu'une population déplacée est menacée par la guerre civile, donc avec un accès à l'eau limité parce que trop loin du fleuve. Donc le conflit qui vient faire en sorte que la population n'a pas le même accès à l'eau et se retrouve plus vulnérable. Donc on trouve vraiment cette double connexion de problèmes de ressources qui génèrent le conflit et le conflit qui vient mettre encore plus en danger des populations qui sont déjà vulnérables, mais je ne limiterai pas ça à un type de religion. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les conflits aujourd'hui. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui existe, mais qu'on retrouve dans vraiment tout type de conflits. Typiquement, guerre civile au Soudan du Sud, on a vu des groupes armés qui éloignaient les populations de plus en plus du Nil pour que ces populations n'aient pas accès à l'eau. Donc c'est clair qu'il y a une utilisation de l'eau aujourd'hui comme une menace, une ressource pour appauvrir les populations, mais je pense que ça devient vrai dans tous les conflits. On reçoit des rapports aujourd'hui sur Gaza, sur le fait que la population n'a pas accès à l'eau, et c'est une des premières choses qui existent. Donc je pense que, quel que soit le type de conflit aujourd'hui, l'eau devient une des ressources qu'on va couper en premier pour appauvrir la population. L'eau et l'électricité qui fait marcher les réseaux d'eau. Non. Ok. Une autre question ?
Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai une question. J'aurais une question au niveau de gouvernance, et notamment pour Solidarité Internationale, mais je pense que tout le monde autour de la table ronde pourrait répondre. Je comprends les besoins en termes d'urgence pressants pour les populations au niveau local. Malheureusement, on a quand même l'impression que les projets menés, mais c'est tout à fait normal, hein, parce que ça répond à l'urgence, sont quand même à la fin du problème. Et on voit bien que ça ne répond pas en fait au début, à la racine des problèmes de gouvernance en termes de ressources, et là en l'occurrence par rapport à l'eau. Donc je voulais savoir les axes et les propositions proposées par Solidarité Internationale en termes de gouvernance de l'eau, dans un contexte où l'accaparement, la privatisation de l'eau va s'accélérer et s'exaspérer avec le réchauffement climatique, et donc les besoins des populations de plus en plus pressants. Comment, voilà, dans un futur proche, donc comment au sein de Solidarité Internationale vous répondez face à ces enjeux qui vont venir? Et une question qui est liée pour moi, avez-vous une position au sein de Solidarité Internationale du concept ou de la notion de droit de la nature appliqué à l'eau, donc pour la gestion des communs, pour la gestion de l'eau comme un bien commun, de donner des droits aux rivières, aux nappes, etc., comme une alternative au système de gouvernance traditionnel? Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Marjolaine. Et bon, voilà. Et c'était l'avant-dernière question. Après, il y a monsieur qui a été un des premiers à lever le doigt, et après, on s'arrêtera pour les questions. Alors, déjà, je vais répondre avec des pincettes parce que je ne représente pas tout Solidarité Internationale, et il y aura un discours de clôture où je pense que on pourra revenir sur cette question. Donc le président va répondre à cette question dans 2 minutes. Je peux répondre de façon assez courte. Je pense que déjà ces questions de répondre à l'urgence par rapport à répondre à des questions plus long terme, c'est toujours une question du monde humanitaire. Cependant, mettre l'urgence de côté et se dire il faut se concentrer sur la gouvernance, en tant qu'humanitaire, c'est pas quelque chose qui est possible de faire. C'est-à-dire que quand on sait que dans un pays il n'y a pas d'eau, mais qu'on voit des gens qui meurent tous les jours du choléra, on doit répondre à cette urgence choléra, et on essaye en même temps de répondre à cette urgence plus long terme, mais c'est souvent des réponses qui se font en même temps. Ensuite, il y a quelque chose qui est clair, c'est que aujourd'hui le monde humanitaire répond aussi dans les pays où il est en fonction des financements qui sont mis à disposition. Et un des soucis qui, je trouve, est très, très, très présent, c'est qu'on se rend compte que la réponse humanitaire est de plus en plus politisée, et parfois, on n'a pas forcément les moyens de faire tous les projets très long terme qu'on voudrait faire. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, dans le sens où, en tant qu'humanitaire, on va essayer d'aller vers des projets plus de développement, d'aller travailler avec les gouvernements locaux, pour faire de la formation, pour aller réparer des structures, pour aller faire des plans d'eau. Cependant, cette position en tant qu'humanitaire, elle a une limite qui est qu'à un moment, il y a une responsabilité gouvernementale, une responsabilité de la communauté internationale, où on retrouve moins notre position. Sur la gestion de l'eau transfrontalière, qui est un problème extrêmement politique, je pense qu'en tant qu'humanitaire, on peut se permettre de faire de l'advocacy, on peut permettre de pointer du doigt le problème. On sortirait de notre rôle à être en gestion de ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, monsieur. Elle est pour vous. Bonsoir. Commençons par le détail. Peut-être le monsieur de l'Irak est très proche de l'Iran. L'Iran a développé une invention il y a quelques millénaires qui était les canates, je crois le nom. Et avec cette invention de rivières souterraines, de captation des quelques rivières qui existaient, a été développé un droit de l'eau. Un droit de l'eau, donc, qui n'est pas le droit occidental et qui n'est pas connu par l'Occident. Ce droit de l'eau est en train d'être reconstruit dans tous ces endroits en conflit avec ce qu'on appelle poliment l'économie informelle.
Donc, est-ce qu'il y a une direction ouverte du côté d'une alliance entre cette tradition de gestion de l'eau par ces canaux souterrains qui avaient été construits par des enfants et de l'autre côté, cette économie informelle? Merci beaucoup. C'est clair No, actually, it's not. Non, c'est pas très clair. Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, yeah. Bien. Alors, on réfléchit toujours en termes de méthodes traditionnelles, si vous voulez, dans l'utilisation de l'eau. Et ça, c'était vraiment un défi en Irak, vous savez. Le ministère des Ressources hydriques est toujours géré par des ingénieurs qui réfléchissent en termes de ce qui s'est passé en 1958, les innovations. Ils en sont encore là, c'est cette vieille école-là. Et l'Irak a subi donc ces inondations, donc il faut de plus en plus de barrages. Mais les barrages existent déjà. Donc, bien évidemment, on peut travailler de manière traditionnelle pour gérer cette question de l'eau, mais il faut développer cela parce que les populations n'est plus la même en termes de nombre. La zone géographique est différente également. Et à tout cela, il faut ajouter le changement climatique. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation, c'est de ce dont je vous parlais au début. En termes économiques, tout ce qui se fait du côté d'Iran, je pense, ajoute à la pression économique de notre côté. Parce que lorsqu'il y a ce changement de redirection de l'eau, c'est pour leur propre utilisation, pour leurs terres arables. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'Irak achète les fruits chez eux. C'est ça l'idée. Et c'est ça, cette monétisation, cette vente de l'eau. Et c'est évidemment lié au pétrole. C'est une question d'échange. Vous nous donnez 1 litre de pétrole et nous, on vous donne 1 litre d'eau. Table ronde, je vais vous remercier pour toutes vos interventions. Et je vais appeler le président donc, de Solidarité Internationale, Antoine Peignet, pour faire la conclusion. Voilà. Et nous, merci beaucoup. Vous réchauffez le dos, c'est très bien. Bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord commencer par compléter la réponse excellente de Marjolaine, et ça sera hors de mes 3 minutes, parce qu'ils m'ont dit, tu as 3 minutes pour conclure, mais là, j'aurai mes 3 minutes pour conclure, en plus de la réponse que je vais faire. Donc, excellente question sur le rôle de Solidarité pour contribuer au travail de la gouvernance sur l'accès à l'eau. Quelques exemples de ce que nous avons pu faire dans le passé. Nous avons, pendant plus de 10 ans, édité chaque année un baromètre de l'eau. C'était un outil que vous avez peut-être d'ailleurs lu les uns ou les autres qui nous suivaient depuis des années, qui permettait de rassembler toutes les progressions dans le domaine de l'eau, pas uniquement de parler de solidarité, mais d'une manière générale de rassembler ce qui nous paraissait être des progrès, mais aussi des contraintes, des difficultés dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc nous avons fait ce travail, nous sommes en train de faire évoluer cet outil parce qu'il ne faut pas rester figé dans une dynamique de plaidoyer, de témoignages, mais nous avons fait ça pendant plus de 10 ans. Par ailleurs, nous avons été très actifs lors du Forum de l'eau. Vous savez que tous les 4 ans, la communauté internationale qui travaille sur l'eau se rassemble pour traiter de la question de l'eau. Et en 2022, la dernière édition a été accueillie pour la première fois en Afrique, à Dakar. Et Solidarité a fait partie des très rares ONG qui ont été dans les travaux préparatoires de ce Forum mondial de l'eau. Donc nous avons pu porter la voix des associations à travers notre présence physique dans les travaux préparatoires et pendant les travaux en session à Dakar. Par ailleurs, nous participons aussi à des plateformes comme la plateforme française de l'eau, la PFE, et d'autres clusters
autant d'enceintes où nous faisons résonner notre voix depuis plus de 20 ans, où nous avons décidé de prendre la question de l'eau et de l'assainissement en tête des combats que nous menons dans les pays où nous agissons. Voilà pour quelques éléments de réponse et naturellement, vous pouvez accéder à plus d'informations en allant plus profondément sur notre site internet. Alors, chers amis, pour conclure cette soirée passionnante, d'abord, je vous remercie, vous, toutes et tous, qui êtes là dans la salle, et celles et ceux qui nous suivent à distance. Je ne sais pas combien vous êtes. En tout cas, merci pour votre présence. Elle nous réchauffe le cœur. C'est vraiment ce qui fonde notre ancrage en tant qu'ONG, organisation non gouvernementale. Nous sommes très demandeurs, très preneurs de voir la société civile en France, naturellement, mais aussi dans les pays où nous intervenons, nous suivre, répondre à nos invitations, participer à ces discussions, à ces débats. Nous ne sommes pas un bureau d'études, nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une ONG humanitaire. Et c'est vraiment votre présence qui nous donne cette force aussi de poursuivre ce mandat. Je note au passage que pour cette deuxième édition, c'est un succès, puisque la salle est 3 fois plus grande que celle de l'année dernière, et elle est tout aussi remplie. Donc Guillaume, il faudra penser au Zénith d'ici 3 à 5 ans, à ce rythme-là, si tu maintiens cette cadence. Et naturellement, on compte sur vous aussi pour rassembler autour de vous d'autres pour le prochain talk humanitaire, pour que vous soyez encore plus nombreux. Alors, merci donc. Merci à vous 4, donc Aïssa, Marjolaine, Salman, Jean-Yves. Vous nous avez instruits ce soir par vos expertises, vos compétences, vos engagements, vos convictions. C'est aussi un moment important pour une ONG comme Solidarité Internationale de s'enrichir d'autres expériences et de ne pas rester en vase clos à l'intérieur de nos murs pour rester sur nos certitudes et nos acquis. C'était très passionnant de vous entendre, de vous écouter. Je pense que tout le monde en a profité avec beaucoup d'intérêt. Et ce que nous avons retiré ce soir de ces échanges et de vos discussions nous donne aussi la force de poursuivre cette mission qu'elle est nôtre dans 23 pays pour continuer de servir près de 5 millions de personnes tous les jours, 5 millions de personnes qui nous font confiance et que nous essayons d'aider à la mesure de ce que nous pouvons faire et en étant très attentifs à cette notion de dignité. Aïssa, je retiens ce mot que vous avez prononcé comme un mot parmi tant d'autres que vous avez dit, mais ce mot de dignité résonne pour Solidarité Internationale. Et nous le faisons progresser de plus en plus dans notre mandat depuis 40 ans que nous existons, car on parle de souffrance des personnes affectées par le changement climatique. Le changement climatique, c'est une réalité scientifique, mais une ONG humanitaire parle et s'attache aux souffrances. Et les souffrances, c'est une réalité vécue par des hommes, des femmes, des enfants, tous les jours, que nos équipes côtoient pour tenter de soulager ces souffrances, d'apaiser cette détresse et aussi d'aider, mais dans la dignité. C'est très frappant quand on va sur place pour rencontrer ces personnes qui travaillent avec nous tous les jours dans les communautés, de voir à quel point ils sont dignes dans les difficultés qu'ils rencontrent. Kevin rentre du Soudan, Marjolaine connaît bien la Syrie. Moi-même, j'étais en Afghanistan au printemps dernier pour rencontrer nos équipes et en accompagnant Oriane Zera, cette photographe qui, je le dis au passage, a été une des nombreuses photographes qui nous ont permis de faire cette exposition place du Palais Royal sur ce même thème de la souffrance au cœur du changement climatique. Je rencontrais ces paysans afghans dans des villages et ils avaient une véritable dignité dans leur désespoir face au manque d'eau criant, plus de pluie, plus d'eau dans les puits, plus rien qui coule, et tenter encore de rester dans ces terres qui sont les leurs, dans leur village, repousser l'inéluctable moment où ils devront migrer, quitter, partir, et Solidarité qui, Marjolaine le disait, avec humilité, mais conviction, tente de proposer des palliatifs à ces manques d'eau ou ces excès d'eau dans la mesure de ce que nous pouvons faire en tant que
ONG. Donc c'est vraiment ce mot de dignité, et je conclus avec ça, qui résonne avec la question de la souffrance engendrée par le changement climatique et qui est tiré par ce mot d'humanité, l'humanité qui est le premier de nos principes directeurs. Une ONG humanitaire agit pour répondre au choc, Kevin le disait très bien en introduction, mais agit aussi sur un certain nombre de principes dont le premier est l'humanité. Nous nous attachons aux personnes. Les 5 millions de personnes dont je parle, ce ne sont pas un groupe anonyme. Ce sont 5 millions de personnes dont nos équipes dans 23 pays connaissent les identités, les villages, les visites, s'assiedent pour élaborer des projets avec eux et donc le font en toute dignité. Donc, merci encore une fois pour cet échange. Merci Juliette pour l'avoir animé avec talent. Je voudrais également remercier les équipes de solidarité, de Amélie et de Guillaume, qui, vous avez vu, nombreux avec des macarons, qui nous ont guidés jusqu'à cette salle et qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette soirée. Donc on peut les applaudir. Bravo à vous toutes et tous. Et pour conclure, 3 mots. 1, rendez vos casques. Voilà, la transition est un peu faible, hein, mais bon, comme j'ai le dernier avant le micro, c'était à moi de le dire. Donc rendez vos casques, ne partez pas avec. Il y avait une véritable inquiétude de la part de l'équipe qu'on embarque des casques. Donc rendez vos casques de traduction. Deuxièmement, on fait une photo avec vous, donc ne bougez pas. Et troisièmement, on se retrouve pour poursuivre, comme l'invitait Kevin tout à l'heure, au fond de la salle, n'est-ce pas Kevin, c'est ça? Autour d'un verre. Voilà. Merci, à tout de suite.